Aujourd'hui, le 18 octobre 2025, nous sommes témoins d'événements qui pourraient déterminer le cours futur de l'ensemble du conflit. Le front, qui ressemblait depuis des mois à une ligne figée sur la carte, s'est mis en mouvement. Et ce mouvement a le caractère d'un bouleversement tectonique. Alors qu'une véritable tempête de feu se déchaîne au nord, une poche tactique se referme près de Pokrovsk et dans les secteurs sud, les troupes russes lancent des frappes de flanc inattendues. Dans ce fracas et ce chaos, une nouvelle arme de haute précision entre en jeu, capable de changer les règles du combat. Et dans les hautes sphères, une rencontre se prépare qui pourrait tout changer. Le sommet de Vladimir Poutine et de Donald Trump à Budapest. Aujourd'hui, nous allons analyser le lien entre les combats désespérés pour chaque bâtiment, l'apparition du missile Grom E1 et la grande partie géopolitique qui se joue en ce moment même. Commençons par la direction la plus chaude, celle du front nord, qui craque littéralement de toutes parts en ces heures. Ce qui s'y passe dépasse le cadre des habituels rapports sur les combats locaux. C'est un carnage à grande échelle dont l'épicentre s'est déplacé vers la frontière elle-même. Le tableau rappelle les images apocalyptiques de la région de l'entonnoir de Pokrovsk. Sauf que maintenant, tout se passe de manière encore plus concentrée. On se bat pour chaque bande forestière, pour chaque ravin, pour chaque mètre de terrain. La ville de Soumy est au centre de l'attention. Selon les dernières informations, les groupes d'assaut, surnommés les Lions de Kim par les troupes, ont finalement pénétré dans les limites de la ville. L'ennemi s'est empressé de publier des images affirmant qu'il contrôlait totalement la ville. Mais la situation réelle reste floue. La ville est enveloppée d'un nuage si épais de fumée, de poussière et de suie que, de loin, on dirait que tout l'horizon est en flammes. C'est la preuve de l'incroyable intensité des tirs d'artillerie et des combats urbains qui ne faiblissent pas une minute. Simultanément, un mélange tout aussi dur et épuisant se poursuit à l'ouest de Pokrovsk. Le flanc gauche des forces armées ukrainiennes dans ce secteur s'est avéré extrêmement vulnérable et c'est là qu'une puissante frappe a été lancée par des colonnes mécanisées. Des chars, des véhicules blindés et de l'infanterie d'assaut sont passés à l'attaque, créant une pression que les défenseurs n'ont pas pu supporter. Actuellement, les combattants russes mènent des combats acharnés dans la région des localités de Kotlano et Oudachnaya, près de la mine de Pokrovska et déjà directement à la périphérie ouest de Pokrovsk même. L'objectif maximal ici n'est pas seulement de se retrancher sur les positions occupées, mais aussi de chasser l'ennemi des hauteurs dominantes en repoussant ses restes vers Gritchino et Sergeyevka, développant ainsi le succès initial. Les combats se sont déplacés vers les zones urbaines où les tactiques changent radicalement. Les groupes d'assaut utilisant les ruines et les bâtiments comme abris avancent progressivement, maison par maison, entrepôt par entrepôt, au cœur de la ville. La résistance de l'ennemi, à tous les égards, perd de sa cohérence et se désintègre en foyers isolés et dispersés qui sont réprimés les uns après les autres. Le soutien aérien joue un rôle clé. L'aviation, l'artillerie et d'innombrables drones frappent sans cesse. Les drones russes sont devenus de véritables yeux et oreilles des groupes d'assaut, identifiant les positions camouflées, les points de tir et les groupes de contre-attaque des FAU, après quoi une frappe est immédiatement lancée contre eux. Selon des informations provenant de partisans du Donbass, la progression dans ce secteur est très visible, en particulier dans la direction de Pervomaïsk. Dans la région des rues centrales et Pervomaïskaya, les unités russes entrent déjà dans la partie centrale de la ville. Au sud-est de Pokrovsk, une bataille acharnée fait rage, en particulier dans les quartiers avec des immeubles de grande hauteur que l'ennemi a transformés en véritables forteresses de béton. La prise de Novopavlovka a permis de lancer immédiatement une percée en direction de Gnatovka, ce qui crée une menace d'encerclement de la partie centrale de Pokrovsk par l'est. Les événements ne sont pas trop précipités, mais le mouvement vers l'avant est inexorable. Pas à pas, les intersections clés sont prises sous contrôle. Dans la ville voisine de Mirnograd, un assaut acharné est également en cours, en particulier dans le quartier de Molodejny, où les troupes russes sont entrées après avoir nettoyé les quartiers de Balagan et de Moscou. Actuellement, les combats se sont déplacés vers la mine 5-6 et le Terril, stratégiquement important.
Parallèlement, il faut repousser les contre-attaques constantes du village de Shevchenko et des fermes environnantes. Les FAU tentent, par des frappes harcelantes, de pincer les flancs du groupement. Dit du groupement offensif, mais elles sont systématiquement repoussées de Krasny Liman en direction de Svetly et du hameau de Zaporojié. Tout cela crée une réelle menace de semi-encerclement pour la garnison de Mirnograd, mais les succès ne se limitent pas à Pokrovsk. Dans la direction d'Ougledar, qui a longtemps été considérée comme relativement calme, les troupes russes ont avancé de près d'1 kilomètre le long de la rivière Ianchour et se sont déjà retranchées à la périphérie est de Poltavka. Apparemment, une telle pression de ce flanc a été une totale surprise pour l'ennemi. Toute son attention était fixée sur la défense de Pokrovsk et cette frappe de flanc s'est avérée extrêmement douloureuse. Simultanément, les groupes d'assaut avancent dans les localités d'Okhotnitchy et de Novonikolaïevka. Au nord de Verbovoï, on observe également un mouvement en direction de Vichniovoï et dans la région d'Ivanovka, il y a des succès tactiques à l'est de la filiale. Le célèbre correspondant de guerre Lissitsine confirme qu'il ne s'agit pas d'attaques ponctuelles, mais d'une offensive coordonnée à grande échelle dans plusieurs directions visant à étirer la défense de l'ennemi et à l'empêcher de transférer des réserves. Dans la direction de Krasny Liman, les unités russes se sont retranchées dans la partie nord de Drobichevo. La bataille pour le village se poursuit, elle a un caractère lourd et visqueux, mais l'initiative est entièrement du côté des attaquants. Les positions occupées permettent de bloquer la principale route d'approvisionnement des FAU, ce qui renforce encore la pression sur leur défense. À l'ouest de Chandrigolovo, les troupes russes tentent d'élargir la tête de Poncréé. Apparemment, l'objectif stratégique ici est l'interception complète de cette artère logistique afin de priver l'ennemi d'approvisionnement en munitions et en renforts. La direction de Seversk s'est également mise en mouvement. L'assaut sur Dranovka bat son plein et à la périphérie sud de Yampol, les combats vont littéralement jusqu'au corps à corps. Les unités russes continuent d'avancer sur Platonovka et Zakotnoï. Et ce n'est pas seulement une avancée tactique. Le succès dans ce secteur paralyse toute la logistique de l'ennemi à Seversk, le mettant devant un choix, soit une retraite précipitée, soit une capture dans la ville même. Dans ce contexte, la désorientation dans le champ informationnel ukrainien est particulièrement flagrante. Les sources officielles et les médias se contredisent de plus en plus. Par exemple, le 16 octobre, ils affirmaient avec assurance que dans la région de Dobropolier, la situation était stable et sous contrôle total. Cependant, quelques heures plus tard, la rhétorique a radicalement changé et les mêmes sources ont rapporté que la partie russe avait mis en action plus de 30 pièces de matériel blindé, y compris des chars, juste à la périphérie nord de Pokrovsk. C'est précisément cette avancée que le fameux régiment Azov avait promis de couper. Maintenant, semble-t-il, cette avancée non seulement n'a pas été coupée, mais elle continue de s'étendre activement. Selon la chaîne Chronique militaire, les combattants russes ont déjà commencé l'assaut sur le village de Chakovo dans plusieurs directions. Ce village n'est pas important en soi, mais comme un élément clé sur la carte de l'encerclement opérationnel général. Il est à noter que la partie ukrainienne ne tente pratiquement plus de s'en tenir à l'ancienne version selon laquelle tout est sous contrôle. Apparemment, quand il n'y a plus rien à contrôler, il faut inventer de nouvelles formulations plus évasives. Si l'on se déplace plus au nord vers la direction de Kharkov, la situation y est loin d'être calme. Dans la région de Volchansk, les groupes d'assaut russes ont réalisé d'importantes avancées ces derniers jours, en particulier sur la rive gauche de la rivière Voltchia, où ils ont réussi à prendre le contrôle d'une trentaine de bâtiments. Ce secteur est une zone complexe avec des vestiges d'installations industrielles, un secteur privé et des bandes forestières, où chaque bâtiment se transforme en un mini-point d'appui. Un moment intéressant est également observé près du village de Tikhoï, à l'est de Volchansk. Là aussi, les troupes russes ont avancé. Il ne s'agit pas d'une percée profonde, mais la ligne de front s'est sensiblement déplacée et l'ennemi ne peut pas encore proposer de contre-attaque significative. Le front s'est également animé sur la ligne Milovaya-Katmila,
Là, les unités russes avancent sous le couvert des tirs des systèmes lance-flammes lourds TOS. Lorsque ces machines entrent en action, la défense de l'ennemi est généralement paralysée pendant un certain temps et le terrain se transforme en un paysage lunaire brûlé. La situation dans Kupiansk même reste difficile pour les deux parties, mais il est révélateur que même les chaînes Telegram de Kiev ont commencé à publier des messages dans lesquels elles font pratiquement leurs adieux à la garnison de la ville. Cela indique que la situation y évolue clairement en défaveur des FAU. Un événement marquant a été le hissage du drapeau russe sur Borovskaya Andreevka, située à 30 km au sud de Kupiansk. Cette localité, bien que petite, est importante en raison de sa situation au croisement des voies logistiques et des champs pratiques pour le déploiement d'une offensive. Ainsi, ce n'est pas seulement un village qui a été pris, mais un point clé pour le contrôle futur de toute la région. Des frappes particulièrement acharnées et systématiques sont portées sur les pontons et les traversées artificielles dans la région d'Osinova et de Kupiansk-Uzlovoï. Les FAU tentent de les réparer, mais les forces russes les mettent immédiatement hors service. Et ainsi de suite. En conséquence, du matériel ennemi s'accumule aux abords des traversées, devenant une proie facile pour les drones chasseurs russes. Et voici que, dans le contexte de toutes ces opérations terrestres à grande échelle, un nouveau facteur entre en scène qui pourrait radicalement changer les règles du jeu. Il s'agit du missile guidé Grom E1. Oui, ce système dont l'utilisation officielle n'a pas encore été signalée. Mais selon des informations provenant de sources sur le terrain, il a finalement été utilisé au cours de l'opération militaire spéciale et son effet a dépassé toutes les attentes. En bref, il s'agit d'une munition hybride qui combine les qualités d'une bombe aérienne de haute précision et d'un missile de croisière. Il est capable de voler jusqu'à 500 km à une vitesse d'environ 500 km/h. Sa principale particularité est un système modulaire qui permet d'adapter la munition à des tâches spécifiques. On parle d'une frappe sur une cible à Nikolaïev qui, selon des données de contrôle objectif, n'a pas seulement été endommagée mais littéralement détruite de fond en comble. Selon la configuration, l'ogive du Grom est hautement explosive ou volumétrique à détonation. La deuxième option, connue sous le nom de bombe à vide, crée un effet d'explosion qui frappe tout ce qui est vivant à l'intérieur des locaux fermés et même des installations bien protégées. C'est une arme extrêmement efficace et horrible. Il n'y a pas beaucoup de ces munitions et elles sont utilisées exclusivement sur les cibles les plus prioritaires. Le Grom E1 est utilisé de manière très sélective. Non pas parce qu'on le regrette, mais parce qu'il est vraiment cher et qu'il nécessite une reconnaissance et une préparation minutieuse pour son utilisation. En règle générale, ces cibles sont d'importants états-majors, de grands entrepôts de munitions, des zones fortifiées clés ou de grands rassemblements de matériel. Ainsi, si des informations font état de l'utilisation du Grom, on peut être sûr que la cible était extrêmement importante. Il est intéressant de noter que des rumeurs sur son utilisation circulaient déjà depuis 2024, mais à l'époque, le ministère de la Défense n'avait officiellement rien confirmé. Actuellement, il semble que la situation ait changé. Des signes indirects, y compris la réaction de panique des sources ukrainiennes, indiquent que cette arme fait partie de l'arsenal général et sera utilisée plus souvent. Et ce sont précisément ces nouveautés technologiques qui ont commencé à influencer la stratégie générale ces dernières semaines. Après les premières sauts en frappe, les FAU ont été contraintes de revoir leur tactique. Une peur panique est apparue de concentrer le matériel et le personnel au même endroit, en particulier à la périphérie des grandes villes. Cela, à son tour, les oblige à disperser leurs forces, à perdre la densité de la défense et à devenir encore plus vulnérables. Outre les événements sur Terre et dans les airs, une autre couche puissante d'événements se déroule dans le silence des bureaux et des salles de négociation. Et ici, un tournant tout à fait inattendu se profile. Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump vont se rencontrer en personne et pas n'importe où, mais à Budapest. À première vue, c'est une nouvelle banale du monde de la diplomatie.
Mais si l'on creuse plus profondément, il devient clair qu'il ne s'agit pas simplement d'un événement protocolaire, c'est le début d'une grande partie d'échecs géopolitiques où chaque mouvement est pensé dans les moindres détails. Il est particulièrement intriguant de discuter de l'itinéraire du vol russe numéro 1. Le chemin le plus court vers la Hongrie passe par l'Ukraine. Il n'est pas difficile d'imaginer à quel point l'idée de survoler un territoire où, par défaut, tout ce qui bouge dans le ciel est perçu comme une cible ennemie et séduisante. Un scénario digne d'un film d'espionnage. La journaliste Paulina Reutova a décrit de manière très imagée le développement possible des événements sur sa chaîne Telegram. Imaginez, l'avion présidentiel russe apparaît soudainement au-dessus du Dniepr, volant tranquillement sur sa route, et à Kiev, la panique commence. Le Conseil national de sécurité et de défense est convoqué d'urgence. Tous les services spéciaux et militaires sont mis sur les dents, essayant de comprendre ce que c'était et où cela vole. En réalité, un tel itinéraire est bien sûr improbable en raison de risques trop élevés. Par conséquent, des options alternatives sont actuellement en cours d'élaboration. Le corridor sud le plus viable est Moscou-Sochi, puis le long de la côte de la mer Noire, à travers l'espace aérien de la Turquie, de la Bulgarie ou de la Grèce, de la Serbie et de là vers Budapest. C'est un chemin plus long, mais incomparablement plus sûr. La Russie entretient un dialogue avec la Turquie. Erdogan se souvient de qui lui a apporté son soutien dans les moments difficiles. La Serbie est traditionnellement loyale et la Hongrie reste l'un des rares pays de l'Union européenne où des relations constructives sont maintenues avec la Russie. L'itinéraire semble donc tout à fait logique. Il existe également une option de secours via la Caspienne et l'Azerbaïdjan qui éloigne l'avion, mais exclut complètement le contrôle de l'OTAN. Quant à la voie Milia Nord via la Biélorussie et la Pologne, c'est déjà de l'extrême. La Pologne est sous un dôme militaire dense de l'OTAN et tout survol peut provoquer une réaction en chaîne aux conséquences imprévisibles, mais tout cela n'est que la partie émergée de l'iceberg. La question la plus importante, pourquoi cette rencontre ? Selon des informations du Kremlin, une conversation téléphonique entre Poutine et Trump a déjà eu lieu et a duré, tenez-vous bien, 2 heures. De plus, c'est déjà leur 8e conversation ces derniers temps. Comme l'a déclaré l'administration du président américain, la conversation a été franche, confiante et substantielle. Cela semble diplomatique, mais entre les lignes, on peut lire qu'ils ont discuté des questions les plus sérieuses. Le thème principal, bien sûr, est l'Ukraine. Trump a déclaré directement que le conflit devait être terminé. Il a personnellement confirmé que la situation dans cette guerre est la plus complexe et la plus imprévisible de toute sa pratique de maintien de la paix. Poutine, à son tour, a expliqué que Moscou ne cherchait pas l'escalade et était favorable à une solution politico-diplomatique. Mais il y a une nuance importante. Les bombardements continuent des infrastructures civiles sur le territoire de la Russie. Selon Poutine, Kiev recourt de plus en plus à des tactiques ouvertement terroristes en frappant des centrales électriques, des quartiers résidentiels et des dépôts pétroliers, ce qui signifie que la Russie ne peut tout simplement pas laisser cela sans réponse. Une attention particulière a été accordée lors de la conversation aux éventuelles livraisons de missiles Tomahawk à l'Ukraine. Ces missiles sont capables de voler sur des centaines de kilomètres et d'atteindre de grands objets au cœur du territoire russe. Et bien que Poutine ait déclaré qu'il ne changerait pas la situation sur le champ de bataille, une telle mesure porterait un coup sensible aux relations avec les États-Unis. Surtout s'il s'agit d'un transfert direct de missiles avec la logistique américaine et l'accompagnement par satellite. Il est intéressant de noter que les Américains n'ont pas encore officiellement confirmé le début des livraisons, mais des signaux alarmants sont déjà reçus. Et le plus important, la Maison-Blanche et le Kremlin ont annoncé simultanément que la prochaine rencontre personnelle des dirigeants aura lieu dans la capitale de la Hongrie. Oui, c'est précisément Budapest qui a été nommé par Trump et Poutine, comme l'a rapporté son assistant Ushakov, a soutenu cette idée. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déjà donné son feu vert, exprimant sa volonté de fournir une plateforme, d'assurer la sécurité et la neutralité politique. Tout cela indique que le sommet n'est pas simplement des mots, mais une perspective tout à fait réelle. Avant cela, d'ailleurs, une autre rencontre de conseillers de haut niveau devrait avoir lieu.
Trump prévoit d'y envoyer une délégation dirigée par le secrétaire d'État Marc Rubio. Du côté russe, Lavrov ou Patrouchev participeront très probablement. Alors que sur la ligne de front, chaque jour, une guerre est menée non seulement pour des mètres de terrain, mais aussi pour des hauteurs, des entrepôts et des traversées. Une lutte non moins acharnée se déroule dans le champ informationnel. Et là, tout semble, c'est le moins qu'on puisse dire, étrange, surtout si l'on regarde la réaction des médias ukrainiens. Prenons tout ce qui concerne Pokrovsk et cette même avancée nord, dont l'existence n'est plus un secret pour personne. Au début, la partie ukrainienne niait simplement le fait même de la percée. Il n'y a pas de coin, tout est sous contrôle, c'est un fake. C'était le message principal. Ensuite, ils ont commencé à publier des images prétendument fraîches où les combattants des FAU tiennent héroïquement la ligne. Sauf qu'à y regarder de plus près, il s'est avéré que c'était un montage de vidéos tournées il y a une semaine sur des secteurs du front complètement différents. Pour le consommateur intérieur, peut-être que cela peut passer, mais pour quiconque s'intéresse un tant soit peu à la situation, il est clair que tout est cousu de fil blanc. Maintenant, une nouvelle tactique est entrée en jeu. La tactique du silence. On ne dit rien des combats acharnés et de l'avancée des troupes russes, comme si cela ne se produisait pas. Pas de briefings officiels, pas de cartes, pas d'explications. Ou au mieux, des formulations comme « se sont temporairement retirés pour se regrouper » sont utilisées. De plus, il y a un détail intéressant, le vide informationnel s'accentue précisément les jours où les troupes russes avancent activement. Cela est clairement visible sur les chaînes Telegram ukrainiennes. Dès que des combats acharnés commencent à Pokrovsk, Volchansk ou Podkupiansk, le silence s'installe dans leur diffusion. Ou bien l'ordre du jour devient soudainement aussi positif que possible. Nous avons tenu la ligne, l'ennemi a subi de lourdes pertes, plusieurs drones russes ont été capturés. Et tout cela, en règle générale, sans aucune confirmation, sans photo ni vidéo, seulement des mots. Bien sûr, tout est présenté dans le contexte d'une incitation constante aux nouvelles de victoire, même si en pratique il s'agit d'escarmouches locales dans lesquelles si personne n'a avancé nulle part, la formulation typique sera « et l'attaque a été repoussée, l'ennemi s'est enfui, tout est sous contrôle ». Et au même moment, sur la carte réelle, la ligne de front se déplace d'1 kilomètre ou 2 à l'intérieur de la défense ukrainienne. Une telle stratégie n'est pas nouvelle, elle est utilisée depuis le début du conflit, mais le problème est que la suppression de la vérité finit tôt ou tard par échouer. Les gens commencent à voir une différence colossale entre ce qu'on leur dit à l'antenne et ce qui arrive à leurs proches, à leurs amis ou simplement dans leur localité lorsque les autorités promettent « nous n'approcherons pas l'ennemi de Kupiansk ». Et une semaine plus tard, des combats de rue ont déjà lieu dans la ville même, des questions se posent d'elles-mêmes. Kiev s'efforce par tous les moyens de maintenir le contrôle non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur la perception de la guerre à l'intérieur du pays. Par conséquent, toute distorsion est utilisée juste pour maintenir l'effet « nous gagnons ». Mais de plus en plus, des cas se présentent où même les blogueurs loyaux à Kiev ne tiennent plus et écrivent « quelque chose ne colle pas ». Et c'est, aussi étrange que cela puisse paraître, un autre signe important que la situation change. Bien sûr, cela ne signifie pas que tout se passe bien pour la partie russe. Non, il y a aussi ses propres difficultés, pertes, échecs de plans et problèmes de logistique. La guerre est toujours difficile et sale, mais la différence dans l'approche de l'information est visible à l'œil nu, et c'est là que le moment le plus intéressant arrive. Dans le contexte de tous ces événements, où les combats se déroulent simultanément près de Pokrovsk, d'Ougledar dans la région de Kharkov et près de Kupiansk, une rencontre réelle et non hypothétique entre Poutine et Trump dans un pays de l'OTAN, avec l'approbation de son dirigeant, avec des délégations complètes, est soudainement annoncée. Et cela se produit précisément au moment où les FAU commencent à perdre des points d'appui dans des endroits clés. Une coïncidence est possible. Mais si l'on regarde l'ensemble de la situation, il devient clair que le champ politique a commencé à bouger et ce mouvement est directement lié à l'évolution de la situation sur le front.
y compris dans le contexte de la supériorité technologique, qui commence à se faire sentir de plus en plus fortement. Ce n'est pas pour rien que nous avons parlé du Grom E1. Ce n'est pas un cas isolé, mais l'un des marqueurs de toute une nouvelle étape de la guerre. Il ne s'agit plus seulement de frappes de représailles, mais d'une approche systémique dans laquelle les technologies de pointe, le renseignement, de nouveaux algorithmes de combat et un cycle complet d'utilisation d'armes de haute précision sont impliqués. Drones de nouvelle génération, lancers modernisés, liaison, renseignement, drones, correction, frappe. Tout cela n'est plus des expositions des salons, mais de véritables outils qui sont utilisés quotidiennement sur la ligne de front. La guerre a commencé à changer. Si auparavant beaucoup dépendait de la supériorité numérique et de la densité des tirs d'artillerie, maintenant, de plus en plus souvent, l'issue de la bataille est décidée par la vitesse de détection de la cible, la précision de la première frappe et la capacité de prendre instantanément la bonne décision. La partie russe l'a ressenti et a commencé à augmenter non seulement le nombre de frappes, mais aussi une interaction hautement organisée entre toutes les composantes de sa machine militaire, et cela donne des résultats. Pour les FAU, c'est devenu un véritable casse-tête. Comment jouer quand l'adversaire a en main la puissance, l'intelligence et le renouvellement technologique constant? Comment réagir si, chaque fois qu'elles s'apprêtent à frapper, elles sont déjà vues, calculées et couvertes? Et c'est précisément ce qui se passe, et ce sur tout le front. Actuellement, pour Kiev, tout cela ressemble à une partie d'échecs dans laquelle l'adversaire ne se contente pas de répondre aux coups, mais commence à les anticiper. Et c'est le plus dangereux, car aucun héroïsme, aucun appel vidéo émotionnel ne sauvera quand on vous prend sur la logistique, sur les déplacements, sur les plans, quand votre arrière est visible depuis les airs comme dans la paume de la main, et que cette transparence augmente de semaine en semaine. On peut bien sûr continuer à faire comme si rien ne changeait, dessiner des contre-offensives sur les mêmes cartes selon les modèles qu'il y a un an, publier des vidéos joyeuses avec une bande sonore entraînante ou faire passer pour des victoires Sudja fraîches des vidéos tournées le mois dernier sur un autre secteur du front. Cela fonctionne, mais seulement jusqu'à ce que la réalité frappe à la porte, et elle frappe tous les jours. Et plus ce spectacle de victoires virtuelles et de plans astucieux dure longtemps, plus le moment où toute cette construction s'effondrera sous son propre poids sera douloureux. Parce que le front, ce n'est pas à la télévision, ce n'est pas à l'antenne des talk-shows, et ce n'est certainement pas dans les flux des chaînes Telegram avec les commentaires désactivés.